portable. Une émission proposée par Hype FM. Une nation raconte son histoire à travers l'art également, et le tapis en fait partie. Quelle est la place et la particularité du tapis arménien ? Est-ce qu'on peut parler, et on va parler aujourd'hui de l'histoire du tapis, mais de l'histoire du tapis arménien en évoquant quelques grandes périodes et en matière de géographie, où se situe la naissance du tapis arménien et son développement. On va parler aussi de cette guerre de tapis dont on parle dans des milieux un peu plus de connaisseurs, mais on va étaler ce sujet pour que le grand public aussi sache que il y a aussi une guerre en matière d'art, et le sujet d'aujourd'hui, c'est le tapis. On va évoquer l'histoire d'une création un fonds de développement du tapis arménien. On va entrer beaucoup dans les détails aujourd'hui pour parler de couleurs, de dessins, de méthodes, d'écoles de tissage, je l'ai dit, de géographie, tout ce qui touche le tapis arménien. Et pour en parler, des spécialistes de la question. D'abord Bruno Itier, bonjour. Vous êtes conservateur de la Cité de la Tapisserie à Aubusson. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Berj Ashtian, vous êtes galeriste à Paris, expert en art textile. Bonjour. Bonjour. Dikran Kuyumjian, vous êtes professeur de faculté à la retraite aujourd'hui. Vous étiez à l'université de Fresno et à Paris, vous êtes présent à l'INALCO. Nous serons en ligne avec Hraç Közüpöğütyan, qui est le président de l'association du tapis arménien à Los Angeles, et nous serons en ligne également avec Ben Evans, qui est le rédacteur en chef du magazine Kali Magazine, une des plus grandes revues spécialisées au monde. Donc, merci messieurs pour votre présence, et nous commencerons avec vous, Bruno Itier. D'abord une question toute simple. Vous êtes spécialiste, bien entendu, vous connaissez le tapis arménien, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque vous êtes à l'initiative de ce fonds qui doit se créer ou qui est créé pour le développement du tapis arménien, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous intéressez en particulier à ce tapis ? Alors, la Cité de la Tapisserie, c'est un équipement qui regroupe beaucoup de choses. Un musée, un centre de formation pour faire vivre l'art de la tapisserie, puisque il n'y a plus de formation de ceux qu'on appelle les lissiers, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les tapisseries. Il n'y en avait plus et on en a remis une en place depuis 2010. Voilà, donc cette Cité de la Tapisserie regroupe centre de formation, centre de documentation, ateliers professionnels et musée. Dans ce musée, il y a une section qui s'appelle Tapisserie du Monde, où nous voulons montrer que la tapisserie d'Aubusson, pour un public qui ne connaît rien, ce qui est souvent un public de touristes qui se promènent, qui vient découvrir Aubusson, ça sonne comme une marque à travers le monde, donc ils veulent découvrir ça. En arrivant, ils voient qu'il y a une labellisation de l'UNESCO sur le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson, qui est considéré comme l'un des éléments du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et on se dit, il ne faut pas que les gens pensent que la tapisserie d'Aubusson, ça résume l'ensemble de l'histoire du tapis et de la tapisserie à travers la planète. Donc il nous a semblé de notre responsabilité de montrer que l'art de la tapisserie était une technique universelle, que tous les hommes de la planète, à un moment donné de leur histoire, ont pu utiliser pour des usages très différents, de vêtements, de sacs de transport, de tapis ou de décors murales. Est-ce qu'on sait à quelle date le premier tapis au monde a exposé aujourd'hui trouvable, ou dans l'absolu qui a existé et dont on a une trace peut-être littéraire de l'existence? On est plutôt sur des traces autour de techniques liées à l'Égypte, liées à la Mésopotamie, et puis après à la Grèce. Et pour la tapisserie murale européenne, c'est plutôt dans le Haut Moyen-Âge, dans la vallée du Rhin. Voilà, on a une géographie historique un peu flou, mais avec parfois quelques artefacts, quelques traces qui permettent d'être un peu plus précis. Et comment êtes-vous arrivé donc au tapis arménien en particulier? Alors, l'idée était de couvrir le monde entier par une sélection modeste,
15 à 20 œuvres exposées en même temps. Et donc, nous, notre collection, elle est de tapisserie d'Aubusson et de la région d'Aubusson. Donc, nous nous sommes tournés vers des institutions prêteuses. Et très vite, on s'est aussi tourné vers des galeries, en particulier une, qui est la galerie de Berge-Ajdian, qui nous a ouvert ses portes et qui a accepté de nous prêter des œuvres. Et très vite, on s'est rendu compte que notre découpage, qui était essentiellement géographique, il était un peu limité parce que beaucoup de kilim, du coup, étaient anatoliens, donc classés géographiquement sur la Turquie, mais que culturellement, il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait. Donc, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait qu'au-delà des frontières politiques, il fallait aussi qu'on se préoccupe des peuples et de leur culture. Donc, à partir de là, forcément, parmi les pièces que nous exposons, qui peuvent être des pièces amérindiennes, Inca ou des Philippines, de Bali, qu'il fallait qu'on aille au-delà de la problématique Kilim-Turquie. Et qu'il fallait qu'on pose les choses de façon un peu plus subtile et un peu plus intelligente et un peu plus proche de l'histoire et de la réalité des choses. Voilà comment sont parties les choses. Justement, l'histoire du tapis arménien, est-ce qu'on peut situer les débuts de la tapisserie arménienne? La question est difficile et bien sûr, Aubusson, c'est pas un tapis, c'est autre chose, c'est tissé différemment, mais c'est un textile qui a de temps en temps la même fonction. Les tapis en général et pas mural, c'est une chose sur le sol. Et on marche dessus et on peut pas marcher au-dessus d'un Aubusson. C'est pour ça qu'on parle d'accrochage. Oui, mais l'histoire de tapis en Arménie, nous avons pas aucune trace vraiment ancienne de tapisserie arménienne, mais nous avons une histoire un peu de tapis. Et pour moi, grâce à les savons non arméniens, on peut maintenant assez bien identifier, avec un certain confort, savoir que c'est une bonne identification, que le plus ancien tapis du monde, qui est maintenant actuellement dans l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, maintenant, oui. En Russie, est le fameux tapis de Passerik, parce que c'est trouvé dans un endroit dans Sibérie, Passerik, où le climat a préservé internement des choses et les gens aussi. Mais on a une date? Oui. Je vous donne la date, dans une charisma, dans une tombeau qui est creusé, au-dessus duquel il y avait une sorte de pyramide de pierre et autre chose, et avec le vent et les fraîcheurs de Sibérie, c'est préservé comme un frigo. Hein. Oui, non, c'était dans la glace. Glace, oui, c'était. L'eau était rentrée dans le tumuli, donc il y a eu de la glace qui s'est formée, et la glace a préservé toutes les œuvres, y compris le tapis de Passerik. Et le tapis de Passerik, les experts, ils ont dit que ça c'était amené par des sites qu'ils ont passé de Caucase, amené ce tapis et arrivé jusqu'au Sibérie, et ils ont alterné avec un gond quand ils ont fait ce tombeau. Et c'est intéressant le dessin et le dessin global de ce tapis assez carré donne l'impression qu'il était fabriqué par les mêmes artisanats, c'est-à-dire le dessin, etc., qu'ils ont travaillé à Urartu, où nous avons des fresques murales, n'est-ce pas, avec beaucoup de dessins. Et quand on regarde les motifs répétitifs sur le bordure de cette tapis de Passerik, ça rappelle tout de suite des choses comme à Urartu, et pour cette raison, les experts, je souligne encore en arménien, on dit ça c'est certainement un tissage arménien
de cette partie du monde, du Caucase, qu'on ne citons passé par là dans le 5e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est la date. Ça, c'est pour, on va dire, le père des tapis. Alors, Berge Ashtian, est-ce que on peut parler aujourd'hui, puisqu'on parle de Urartu dans ce cas-là, mais dans l'histoire, est-ce qu'on peut évoquer une touche arménienne, une sensibilité arménienne dans le tapis, ou peut-être des sensibilités ou des touches selon la géographie à l'intérieur de la Grande Arménie? Est-ce que c'est quelque chose qui est flagrant ou généralement, comme c'est l'habitude aujourd'hui de le faire, on parle de tapis caucasien qui englobe un style unique, probablement, dans un univers assez élargi de différents peuples et qui ne sont pas forcément les Géorgiens, les Arméniens et les Azerbaïdjanais, puisque c'est un peuple, on va dire, entre guillemets, tout récent, mais il y a d'autres peuples dans cette région. Alors, est-ce que le caucasien a un sens ou il faut être précis dans le tapis? Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur le Pazyryk, qui est un tapis d'une très grande finesse, d'une finesse exceptionnelle, et qui ne peut pas avoir été fait sans plusieurs siècles d'expérience préalable. Donc, avant le Pazyryk, on a bien entendu quelques siècles d'autres tapis et de tissage encore plus. Ça veut dire la date à laquelle, et moi je ne ferai pas tant que ça la différence entre technique nouée, technique tissée, ou bien même des variantes de cette technique, dans la mesure où on voit très vite sur les tapis comme le Pazyryk, aussi bien de la technique nouée que dans les bordures des techniques tissées. Le Pazyryk n'a jamais pu être noué sans avoir quelques millénaires de tissage devant lui. Et quand on va au musée du Caire et qu'on voit des tissages à moins 3000 d'une finesse hallucinante, on se pose la question à quand remonte la création des arts textiles. Et c'est assez important dans la mesure où on peut se poser même la question, qui a inventé cet art textile? Alors, il faudrait inviter des gens comme ton ami qui travaille au Quai Branly et qui pourraient nous donner des idées plus précises sur ces premiers tissages, car notre savoir à nous est très limité sur ce sujet, mais dans la mesure, et moi c'est ma théorie, où la culture va naître de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est la culture de l'épeautre dans l'est de l'Anatolie. Et la raison du tissage, et le tissage existe dans la nature, ça veut dire que les oiseaux tissent des nids, croisent des branches, et il y a des singes qui font une espèce de forme de tissage avec des branchages. Donc, il me semble que s'il y a une culture qui aurait pu en premier, et je dis bien que c'est statistiquement vrai, mais ce n'est peut-être pas vrai, créer l'art du tissage, je la verrais bien vers les moins 10 000, moins 12 000, moins 8 000, mais je ne suis pas spécialiste de la question, dans l'est de l'Anatolie, et pour la raison probablement qu'il fallait mettre tous ces grains de la céréale épeautre dans des sacs, dans des conditionnements, parce que sinon ça aurait pesé trop lourd. Mais pour nous, ça nous semble un peu, pour nous, non-connaisseurs, un peu à côté par rapport au sujet principal, parce que nous, quand on parle de tapis, on imagine un tapis mais c'est bien travaillé, avec un design. Mais c'est parce que l'art du tapis et du tissage, c'est un art qui a été, on va dire, très mal conservé et dont 90% a disparu.
Ça veut dire quelles sont les œuvres. Il y a des tapis qui sont même aussi anciens que le Pazyryk. Il y a des tapis ou des tissages ou des broderies à moins 300, 400 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que c'est dans des collections, c'est des pièces très difficiles à voir, à examiner, et elle est peu donnée à même l'exposition pour les musées dans la mesure où le sujet est quelque peu, on va dire, mis dans un ghetto, à savoir de civilisation dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais qu'on va qualifier de chrétiens d'Orient, et qui est les chrétiens d'Orient actuellement sont pas très exposés dans les musées. Alors, pour revenir sur la notion de spécificité d'un tapis arménien, moi je pense qu'on peut répondre oui. Oui, parce que comment, personnellement, j'ai eu l'intuition de pièces arméniennes, c'est que je reconnaissais des caractéristiques esthétiques dans ces pièces. Alors, ce qui serait très difficile, et spécialement sur ce type d'émission où il n'y a pas d'image, c'est qu'est-ce que les arts textiles, qu'est-ce que l'art? Et moi j'ai tendance à répondre que nous ne sommes que vibration, qu'énergie, et il y a une vibration arménienne, il y a une certaine longueur d'onde arménienne, il y a un spacing dans les motifs. Oui, mais ça, vous le ressentez peut-être vous. Non, mais un jour ou l'autre. l'autre. Dans le tapis, on le voit comment? On le voit par... Alors, aujourd'hui, dans la mesure... Alors, si je pose la question à M. Itier, qui est... Je peux juste terminer? Oui. Alors, aujourd'hui, l'image a fait l'objet de peu d'études. Mais attention, des Américains, et Murray Gell-Mann à Santa Fe et bien d'autres, commencent à travailler sur ces sujets, mettent en algorithme ces spacings, ces écarts entre motifs, et aujourd'hui, le meilleur expert pour les tableaux de très grands peintres comme Jackson Pollock, c'est un ordinateur associé à un algorithme et qui sait lorsque c'est la main de Pollock ou ce n'est pas la main de Pollock. Et qu'en est-il du tapis arménien? Alors exactement, c'est qu'un jour, quand on aura mis en mémoire suffisamment d'informations pour, à partir d'éléments non contestables, on aura un algorithme arménien. Et c'est intéressant dans la mesure où nous-mêmes, nous ne sommes que des algorithmes. Nous ne sommes que vibrations. Mais à condition que l'algorithme en question puisse identifier ce tapis arménien par rapport à un tapis, par exemple, géorgien, pour que les informations contenues dans ce système soient assez différentes pour pouvoir automatiquement créer cette... L'homme reste l'homme. Détecter la particularité. Ça veut dire, entendons-nous, il faudrait encore se pencher sur la notion de qu'est-ce qui est arménien, qu'est-ce qui est géorgien. On imagine une arménienne ou un arménien marié avec une géorgienne, on aura encore une subdivision. Alors, monsieur Itier, pour vous, tout à l'heure, vous parliez de ces kilim de Turquie, point à la ligne, et les gens achètent ou observent. Mais vous souhaitez apporter une touche, entrer plus dans les détails pour dire on ne se satisfait pas de cette appellation et on veut aller plus loin. Quelle est votre intention là-dessus? L'intention, elle est de pouvoir apporter plus des informations d'ordre culturel. C'est-à-dire que dans cette section d'exposition, nous avons des tablettes multimédia qui permettent d'avoir l'information sur l'œuvre, au moins sa notice, des dimensions plus historiques, et de pouvoir rentrer dans une dimension plus anthropologique, plus culturelle.
et donner des éléments sur les peuples, sur les circulations des peuples. En fait, ce qu'on veut montrer, c'est que ce genre d'objet n'est pas enfermé aujourd'hui dans une actualité limitée par des frontières qui sont souvent récentes, mais que ces objets rentrent dans une grande histoire des peuples et qui sont des témoins. Le textile est quelque chose de totalement essentiel à l'homme, et donc il est aussi essentiel à la culture, et donc c'est à ça qu'on doit pouvoir arriver, et pas simplement donner, comme vous disiez, cette information un peu caricaturale, Kilim, 19e siècle, Turquie. Non, il faut qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus épais, beaucoup plus profond, et qui donne aux gens l'envie de découvrir. Ça, le rôle du musée, c'est à travers l'objet, prendre du plaisir et accueillir de la connaissance. Alors, Dikran Kumjian, le tapis arménien, est-ce que la littérature arménienne en parle? On sait que, par exemple, Ibn Khaldoun, il en a parlé à un moment donné. Plus récemment, donc au XIXe siècle, Marco Polo l'a évoqué durant ses voyages. Est-ce que la littérature arménienne a tracé, a décrit la tapisserie de son époque, l'époque de chaque production littéraire? Oui, il y a une réponse à ça, de dire oui, particulièrement dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire dans le 12e, 13e siècle, il y a des références littéraires princières, une princesse au sujet de tisser quelque chose pour l'Église. Dans ce cas, c'était un rideau d'autel. Mais pour trouver des indices qu'on peut quantifier pour voir si telle ou telle chose est de telle ou telle région, de tel ou tel peuple, les Arméniens ont un petit avantage avec un piège. L'avantage, c'est que parmi les tapis orientaux, il n'y a pas beaucoup qui ont une inscription avec des mots dans une langue. Et il y a une assez grande quantité de tapis arméniens avec écriture en arménien. La plupart de ces choses qui sont survécues est le 19e et les premières années du 20e siècle. Mais il y a quelques-uns qui datent de 16e ou de 17e. Pas beaucoup, 2, 3. Et je pense, si on peut établir un database, une banque de data, n'est-ce pas, avec les tapis clairement identifiés comme arméniennes par les lettres arméniennes qui est tisé sur le tapis, on peut éventuellement peut-être avoir une sorte de, une sorte de base pour dire ça et ça. Le piège est le suivant, et c'est un piège inventé assez astucieusement par les gens dans les années 20, 30 du 20e siècle, 40, même 50, continué par les experts dans l'art islamique, qu'ils ont dit le suivant. Le fait qu'un tapis a une inscription arménienne dit absolument rien sur le sujet à qui a tapissé, qui a fabriqué cet tapis, parce que les riches arméniens de cette époque, dans l'Anatolie et le Caucase, pour faire un dessin, donnaient à un tisseur turc ou arabe ou persan de fabriquer ce tapis, et le fait qu'il y a une inscription, c'est aucune indication. Mais ça, c'est, comment je veux dire, c'est une argumentation très poussée dans le sens de nier l'évidence qui est claire. Il y a des tapis turcs inscrits, par exemple. Une grande quantité de tapis turcs étaient fabriqués dans le 19e siècle à Hereke, avec les dessins traditionnels, avec les grandes inscriptions arabes au-dessus. C'était fait une imitation des tapis anciens. Pas pour prouver que c'est plus ancien de la tradition turque, mais c'est fait comme ça.
Mais à part ça, il n'y a presque aucune inscription sur les tapis. Et on peut pas dire c'est un tapis d'Iran, tapis, etc., etc., par inscription, parce qu'il manque en général ces inscriptions, sauf avec les Arméniens. Mais encore, ça c'est poser les questions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les tapis persans n'ont pas cette particularité. Il y a, mais c'est tardif. C'est tardif, c'est 19e, 20e siècle, c'est avant ça, il y a très peu. Mais il pose des questions, c'est valide. Le fait qu'il y a une inscription arménienne, ça c'est quelle évidence ça, sur qui a fait ça. Mais en même temps... Il n'y a pas de signature, n'est-ce pas, sur le tapis? Si, Oui, il y a quand même des tapis où l'inscription a une signification et nous donne le nom de la noueuse, comme le tapis de Goar. Qui a dit, moi, Goar, j'ai tissé, pas tissé, en fait. Si, j'ai noué ce tapis de en mes mains. 1688 ou 89 ou 80, au 1700. Difficile à chiffrer le dernier truc, mais elle a dit, c'est moi qui a fait ce tapis. Et ça, c'est déjà en évidence à cette époque, qui est une époque assez ancienne. On doit rappeler aussi que Azerbaïdjan est un phénomène du XXe siècle. Il n'y avait pas des Azeris avant, etc. C'était parti d'Iran, autres conquérants. Alors justement, Bejachian, il est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, bon, l'Azerbaïdjan dit, moi, pas que dans le tapis, mais dans plusieurs sortes d'expression artistique, j'ai un passé historique assez solide, etc. Et dans le tapis, je pense que le Rarapar a joué un rôle très important dans cette région-là. Est-ce qu'il y a un mélange, est-ce qu'il y a une accaparation des tapis créés au Rarapar, dans un sens assez large du territoire, par l'Azerbaïdjan aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un amalgame? Le Rarapar est certainement une des régions majeures de l'art, aussi bien des tapis noués, des tissages, de la broderie. C'est un grand centre textile et c'est même un grand centre de la production de la soie. Alors, aujourd'hui, grâce à George Bournoutian, grand professeur aux États-Unis, que Dikran connaît bien, il y a eu un rapport sur les annales conservées, les annales fiscales de l'Empire russe au Rarapar. Quelle période? 1830 à peu près, la date exacte, je crois que c'est 1820 quelque chose. 1826. Bon. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que, et c'est là où l'histoire du tapis est très politique, c'est qu'elle va mettre en évidence que à 80%, les fabricants de tapis sont des Arméniens. Et c'est parce que il est indiqué qu'ils payaient des impôts par rapport à leur travail, c'est ça? Oui, et parce qu'on a aussi les noms. Voilà. Je sais pas quoi. Comme par exemple, quand vous payez vos impôts, on sait que Monsieur Itier paye tant, Monsieur Intel paye tant, donc il y a les noms. Mais quel est le groupe ethnique en seconde position au Karabakh, qui va produire des tapis? Et je dis tout de suite, le troisième groupe le plus insignifiant, mais avec un très faible pourcentage, de l'ordre de 4%, les Tatars devenus Azéris. Et le deuxième groupe? Alors, le second groupe, c'est, moi-même j'en ai été fortement surpris, sont les Grecs. Et combien d'ouvrages sont-ils consacrés à l'étude des arts textiles grecs, des tissages, des tapis? Très, très peu. Mais on s'aperçoit que les Grecs, qui ont été fortement, alors je ne sais pas s'il faut employer le mot génocidés ou massacrés, mais éliminés, en tous les cas, de ce qu'était l'Empire ottoman, et à coup de millions d'individus, ont été des grands producteurs aussi, et que ces gens produisaient aussi bien pour eux que pour leurs églises, que pour
tout ce qu'on veut, leur couvent, leur monastère, leur maison, leur château, leur palais. Ils produisaient des œuvres textiles. Et on les a totalement spoliées, et pour des raisons qu'on pourrait développer, mais c'est peut-être pas le sujet de l'émission, personne ne les a revendiquées, ces œuvres, parce que, et c'est le pourquoi de la raison de ma présence, pourquoi je veux que les Arméniens constituent avec la Cité de la Tapisserie un fonds. C'est parce que si vous réclamez pas votre héritage culturel, mais ceux qui n'en ont pas du tout, comme les Azéris, les Tatars, mais eux, ils vont se l'approprier, puisque vous le réclamez pas. Et donc, eux ont opéré... Il y a une conférence qui s'organise justement et voilà. à Bakou pour mettre en exergue... Et comme actuellement l'Azerbaïdjan bénéficie d'énormes fonds financiers, et on a parlé de 3 milliards de dollars de corruption vis-à-vis des hommes politiques et des femmes politiques, et on ne va pas donner de nom, mais on en connaît certains dans les rangs de nos députés français. Les 3 milliards, c'est l'argent qui est passé par Londres, hein, c'est pour l'instant. Mais qui va arroser qui? Non, je veux qui dire, va il y a arroser d'autres milliards bien qui sûr, sont passés bien par sûr, ailleurs, bien en sûr. plus. Donc, cet argent existe aussi dans le monde du tapis, parce que le Karabakh, en dehors d'avoir fait des tapis, des tissages, des broderies, il n'y a pas un peintre du Karabakh, il n'y a pas l'enjeu culturel au Karabakh, c'est l'art du tapis, et c'est pour ça que le gouvernement azéri, pour montrer que le Karabakh leur appartient, ment honteusement, mais c'est absolument incroyable, et fait passer les tissages arméniens pour des œuvres azéries en disant c'est azéri. Alors qu'est-ce qui est vrai? C'est que les Arméniens qui ont la parole, et essentiellement sont des Arméniens d'Arménie, sont pas des grands spécialistes du sujet. Donc, ils ne peuvent pas contrer les mensonges de ces Azéris, et ayant été isolés depuis 1918 du monde occidental, parce que les grandes œuvres textiles, ce qui est beau, a été engrangé par les musées du moment où les musées se sont constitués en France, donc le début du 19e, 1830, 1840, et après, avec des gens comme Guimet, ils ont constitué les arts décoratifs, on a constitué, les Anglais ont constitué ça, parce que les grandes œuvres sont arrivées dans la seconde moitié du 19e. Et que disaient des grands spécialistes déjà à cette époque, qu'il restait très peu de grandes œuvres dans les pays d'Orient. Et donc, les tenanciers, le réservoir d'œuvres majeures est en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Autriche, mais pas en Arménie. Et c'est une guerre de menteurs des deux côtés, parce que quels sont les profils des conservateurs de musées d'Azerbaïdjan? Ex-membres du Parti communiste, mais pas du tout spécialistes. Bruno Itier est un vrai conservateur. C'est quelqu'un qui sait des choses, c'est quelqu'un qui étudie, qui continue d'étudier. Ce n'est pas sa couleur politique qui a fait de lui, qui l'a nommé conservateur du musée d'Aubusson. C'est ses connaissances. Actuellement, en Azerbaïdjan, mais on assiste à des gens, moi je les ai vus arriver dans ma galerie il y a 15 ans, mais dès que le tapis était un peu ancien, 18e siècle, qui n'est quand même pas une époque si reculée que ça, mais ils n'avaient aucune idée d'où le tapis pouvait venir. Aucune idée. C'est dire le manque de connaissances absolues sur le sujet, et comme le sujet n'est pas vraiment étudié scientifiquement, mais c'est un sujet qu'on va qualifier, l'étude du tapis, c'est 5% de faits scientifiques,
95% de copier-coller de ce qu'il y a dans les bouquins de la génération d'avant, qu'on recopie bêtement et qu'on applique, ben le mensonge va continuer. Et comme la partie est très inégale sur le plan de l'argent, quelques milliards contre Armenian Rock Society, qui est à Los Angeles, avec ses 50 000 euros, il est sûr qu'on ne va pas aller très loin. J'espère que comme ça, on va demander à notre ami Raj Kozibeyokian d'intervenir. Alors nous allons l'appeler dans quelques instants, mais en attendant, Bruno Itier, donc aujourd'hui, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ce travail que Berjachian a évoqué de recherche, d'identification est très important. Une question, est-ce que on sait que la Turquie a peur à chaque fois qu'on évoque un élément artistique ou autre sur son territoire qui ne soit pas turc mais qui soit arménien ou grec ou assyrien, etc. Ça pose un problème. Est-ce que en France il y a des influences pour ne pas... Je ne parle pas que du travail que vous faites vous, mais dans l'ensemble, il y a des influences d'État pour ne pas aller vers tel ou tel territoire. Et pour cela, on a des subventions, on n'a pas de subventions parce que les hommes politiques, à leur tour, peuvent être touchés de 2 mots d'un ambassadeur. Franchement, dans nos domaines, c'est des pressions qui n'existent pas. Au jour d'aujourd'hui, moi, je n'en ai pas connu. Et précédemment, je travaillais sur un autre musée où on travaillait plus sur des problématiques de dentelle à l'aiguille et où on travaillait avec une amie grecque qui voulait montrer notamment qu'un certain nombre de pièces qualifiées de vénitiennes provenaient probablement de l'île de Chios ou de choses comme ça. Les pressions, c'est pas des pressions réelles, diplomatiques ou quoi que ce soit qui existent. Ce qui existe aujourd'hui, c'est ce que vient de dire Berge, c'est ce fait qu'on a 5% de travail scientifique et 95% de répétition de textes connus, répétés, qui modifient le savoir. Il y a rien de plus terrible qu'une notice d'un catalogue d'exposition qui commence par « on sait que ». Alors là, quand ça commence par « on sait que », il faut... C'est qu'on sait pas. C'est qu'on sait pas. C'est ce qu'on pourrait appeler une tradition orale scientifique. Et la vraie pression qui fait que on va simplifier, elle vient pas d'une pression autre, elle vient de cette tradition orale scientifique, du fait que c'est un art mineur et qu'on n'y travaille pas assez. Alors nous sommes en contact avec Raj Kozibeyokian qui est le président de l'Armenian Rock Society, l'association du tapis arménien à Los Angeles. Raj Kozibeyokian, Paris եկածեք, առավոտյան ծեր շատ շուտ գանուխ ժամերուն։ Paris Louis, Paris Guntzezi. Հուսամ լավ եք։ Մենք լավ ենք, մենք կուզեինք ցեզի հարցնել, մենք արդեն զրույցի մեջ մտանք այն թեմայի շուրջ, որ այսօր Կարելի է ցայնը քիչ մը բարձրացնել, շատ դժվար գլսվի, հազիվ։ փորձենք, հիմա լավ, ավելի լավ գլսեք։ Ավելի բարձր եթե կարելի է խնդրեմ։ Փորձենք, ուրեմն հարցը հետևյալն է, արդյոք այսօր ցեզի կա մշակույթներու չեմ խոսիր ավելի լայն քաղաքագործություններու, բայց հատկապես մշակույթի մեջ կորքի արվեստի պատերազմը հայտարարված, կանի քիչ առաջ կնշենք, որ Բաքուի մեջ խորհրդաժողովը կգազմագերբվի, որբեսի դերևս Ադրբեջանը յուրացնի այն բոլոր կորքի մշակույթը, որ իրը չէ նաև։ Ինչ է ձեր կարծիքը եւ ինչ կարելի է անել, ինչ կպատրաստվի կնել, որտեղ ձեր միությունը կարևոր միությունն է Ամերիկայի մեջ, ինչ կպատրաստվի կնել այս առումով։ Donc est-ce que vous pensez que պատերազմը շատ վաղուց սկսած է, գսկսի այդ ժամանակ 1921 թիվին ոչ միայն Ադրբեջան, այլ Թուրքիո կողմը, երբ առաջին անգամ սկսավ Թուրքիո քաղաքականությունը, բոլոր հայկական քաղաքներու եւ քյուրերու նախ անունները փոխեց եւ թրքացուց։ Անգեհեդո արդեն ինչ կորքեր որ հյուսված են, այդ բոլոր կորքերուն անունը երբ միջազգային շուկայի վրա գճանցվի որպես թրքական անունով, հետևաբար գսվի թրքական կորք։
Այսինքն մենք ունենք նմուշներ ունենք, որոնց վրա հայկական կրություններ, հուշակորքեր ունենք, որոնց վրա տվականներով եւ այլն, որ դակավին մինչև հիմա միջազգային շուկայի վրա բոլոր կորքերուն գդրվի թրքական անունը։ Donc sur Չերտանք ավելի հերու, այսինքն դակավին Թուրքիա գոչվել է առաջ Անատոլիա գոչված ժամանակ դակավին այդ ժամանակաշրջանին հայկական կորձերուն դակավին մինչև հիմա գսվի թրքական կորձ։ Chatlav. Donc sur la question par rapport à cette accaparation des autres peuples, de la culture des peuples voisins, et en l'occurrence là il s'agit de tapis arméniens, Rach Kezubeykan nous explique que avant l'Azerbaïdjan même, depuis les années 1921, c'est la Turquie qui a commencé à changer les noms, non pas des tapis, mais des villes, des noms des villes. Donc quand on change les noms des villes et quand on cite une ville pour dire que tel tapis est originaire de telle ville, automatiquement c'est le nouveau nom turc de la ville qui prend le dessus et ce tapis devient un tapis turc automatiquement. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les noms spécialistes prennent ce nom et d'un livre à un autre, d'un catalogue à un autre, on fait du copier-coller et puis ça continue comme ça. Ինչ կարելի է ասել Ռաջ Կոզուբեյկյան Ադրբեջանի այսօրվա քաղաքականության մասին։ Ադրբեջանը այսօր գգրտնե ճիշտ նույն քաղաքականությունը ինչ որ Թուրքիան հրավ 1921-ին։ Օրինակի համար Արցախի բոլոր հայկական քյուղերու անունները փոխված են թուրքական ոճով։ Օրինակի համար շատ հոյագապ, շատ լավ ջանցված Չրապերտ անունով կորք ունենք, որ ուղագի Չրապերտ Սասունիկ շրջանի, Արցախի Սասունիկ շրջանի Չրապերտի կորքի անունն է։ Իրենք կգոչեն Ջելաբերտ, որ բոլորովին իմաստ նույնիսկ չունի։ Իսկ հայկական այդ անունը, որ Չրապերտ կգոչենք մենք, շատ հստակ է, Չուրի Պերտն է, որ երկու կեդերու միջև գարուցված Պերտն է, պատմական շատ հին հայկական, եւ անոր անունը գուտան իրենք Ջելաբերտ, որ բնավ իմաստալ չունի։ Եվ այսպեսով օրինակի համար ուրիշ օրինակ մսեմ Քելբաջար բնավ իմաստ չունի, բայց հայկական անունը Կարվաջար է, եւ եղած է պատմական քարերու հանքմը եւ հոնգե քարեր վաճառված են։ Հետևաբար շրջանին անունը եղած է Կարվաջար, բայց իրենք փոխած են Քելբաջար։ Եվ այս ծևով կորկերու անուններն դրված են այդ թուրքական կամ ադրբեջանական անունները։ Հոնգե գսկսի, երբ անունը կփոխվի, հետևաբար այդ կորքին ծնունդի անունը գսկսի լալ Azerbaïdjanagan. Chatlav. Donc sur la question, mais que fait l'Azerbaïdjan maintenant, Rach Kezubeykan nous répond que c'est la même politique qui a été appliquée par la Turquie à l'époque, qu'applique aujourd'hui l'Azerbaïdjan. À titre d'exemple, en Artsakh, au Karabakh, il y a plein de villages qui ont changé de nom par donc l'Azerbaïdjan qui a changé leur nom. Et à titre d'exemple, le tapis de Tcherapert, qui est du village de Sassonik, eh bien, il porte aujourd'hui le nom de Tchelepert, mais alors que en azerbaïdjani, ça ne signifie rien, mais en arménien, Tcherapert, ça a un sens, puisque c'est composé de deux mots, Tchour et Pert, eau et forteresse. Donc voilà, cette transformation des noms des lieux fait que les tapis aussi changent de nom, et voilà, sur le marché international, c'est le nouveau nom qui désormais circule. Իսկ եթե կորձնական խոսենք, ինչ կառաջարկե կնել, որբեսի Ադրբեջանը, մանավանդ որ դուք ձեր շուրջ մասնակետեր եւս ունիք, ինչ կարելի լինել, որ Ադրբեջանը չկարողանա հագարակ իր փորձերուն հաջողիլ ոչ միայն քաղաքներու անուններ փոխել, կորքի անուններ փոխել, այլ իր պետրոդոլարներով հասցնել աշխարհին, որ այս բոլոր արդարությունը, արվեստի կորքի արդարությունը եղած է պատմականորեն Ադրբեջան։ Գործնական ինչ հնարավոր քայլեր կան։
նախ եւ առաջ տշպախտապար պիտի ասեմ, որ ինչ հրադարագություններ որ կան, միջազգային հրադարագություններ, օրինակի համար հալի մագազինը, որ մեծ համբավ ունի եւ լավ ջանցված է եւ ընդհանրապես կորքերով հետաքրքրվող ժողովուրդը սենք այդ հավաքածոները բահողները այդ թերթն է որ կգարտան եւ այդ թերթին ինչ որ գրված է այդ նույնը կգրտնեն եթե այդ տեսակի ակադեմիկ թերթը առանց սկուշ լալու այս պատմական իրողության եւ այս նուրբ ասենք անվանագործության եւ հետեւաբար ինչ որ Ադրբեջան կամ Թուրքիա ասե իրենք թութագիբես նույնը գրտնեն նույնը պիտի այդպեսով պիտի դարածվի այդ ծևը ես կարաչարգեմ եւ իսկապես մեր բայկարը այսինքն պետք է նախ այս հրադարագություններուն հետ աշխատակցել եւ իրենց բացատրել թե ինչու համար կարեւոր է աբակաշ սերունդին ճիշտ պատմությունը ներկայացնել օրինակ համար Թուրքիո մեջ կան քրդական քորքեր չէ ինչու համար քրդական քորքերուն գսվի քրդական քորքեր եւ ոչ չսվիր Անատոլյան կամ ասենք Բաշկաստանի մեջ կան դարբեր մայնորիտիներ փոքրամասնություններ եւ adons քորքերը գոչվին այդ անուններով օրինակ համար Շիրազ, Աֆշար, ասոնք ցեղախումբեր են եւ եթե հալի մագազինը ունի եւ ցույց կուտա Աֆշար քորկումը Աֆշար գոչե չսեր Բաշկական Շիրազը Շիրազ գոչե Շահսավանին Շահսավան գոչե Donc sur la question concrètement, que peut-on faire pour contrer cette politique de falsification? Donc Hratch Kösepekian nous explique qu'il y a des magazines comme Rally Magazine qui a une réputation internationale et qui est une référence. Donc ces magazines doivent faire l'effort d'être plus précis dans leur papier, dans leur présentation, car ils ont une influence sur le public et il ne faut pas qu'ils répètent ce que politiquement, même dans le tapis, dans les arts, on leur transmet depuis la Turquie ou depuis l'Azerbaïdjan. Et comme on peut citer des tapis kurdes en Turquie ou ce magazine cite le tapis de Shiraz ou de Afshar sans dire d'une manière globale tapis iranien, et il faut faire la même chose avec le tapis arménien en évoquant cette particularité qui est celle de ce tapis. Hratch Kösepekian վերջին խոսքը նախքան մեր հյուրերու հետ շարունակել այս զրույցը Այո, վերջին խոսքը նախքան Սերգեյ հրաժեշտալը Եթե այս տեսակի հրադարագություններ քիչ սկուշ չլան եւ նուրբ չլան ամբողջ պատմությունը գրնա փոխվել եւ պատմությունը եթե անցյալին փոխված է այս տեսակ անուշադրություններով ներկայիս ալգրտնվի նույնը եւ ես գարձեմ Ադրբեջան եւ Թուրքիա միլիոններ գծախսեն այս տեսակ ռոպագանդայի եւ մշակույթի միջոցով իրենց քաղաքական ասենք բادرազմը գշարունակեն այս ծևով մենք չունենք այդքան ասենք միլիոններ պետրոդոլարներ որբեսի նույն ծևով տրամով ասենք մեր մշակութային արժեքները բահենք մենք չենք կրնար Nous n'avons pas les mêmes moyens financiers, donc nous devons tout faire pour rétablir la vérité historique sur ces sujets. Alors, moi j'ai une question à poser à Hratch. La diaspora fait son travail. Hratch fait son travail aux États-Unis, on fait notre travail en France et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il attend de l'État d'Arménie actuel? Բերջ Աշճյանի հարցումը Հրաչ ցեզի ինչ կսպասեք քանի որ սպիրկի մեջ աշխատողներ մտահոգողներ կան որոնք իրենց աշխատանքը կդանին ձեր նշած ուղղությամբ Հայաստանի բերութենեն ինչ կսպասեք ինչ կարելի անել Կսպասենք որ նվազագույնը անդրադառնան այս երողության որ
քաղաքական բادرազմը միմիայն հողերու եւ միմիայն ասենք քիրքի համար չէ որ գլա մշակույթն է որ գփոխե ժողովրդի մջագադակիրը որովհետեւ մշակույթն է որ ցույց կտա ժողովրդի նկարակիրը իր պատմական անցյալը հետեւաբար մշակույթի բادرազմը նույնքան անհրաժեշտ է նույնքան կարևոր է մշակույթը պաշտպանել որքան որ հողը Եթե հողը պաշտպանես եւ մշակույթը գործընծնես ժողովրդի ասկիմը ամբողջ պատմական անցյալը գործընծած կլաս Շնորհակալություն Հրաչ Գյուզուբեյյան շնորհակալ եմ ցեզի բարի ճանապարհ կմաղթեմ այս Baïkari Mech. Donc, j'attends au moins que l'État arménien se préoccupe davantage et prenne en charge cette question, car le conflit ou la lutte n'est pas que de territoire, c'est aussi une lutte sur l'identité et la culture. Donc, il faudra donner plus de place au travail en direction de la culture. Bruno Itier, donc nous parlions de différents types de tapis. Où sont conservés aujourd'hui les tapis arméniens? Je sais qu'il y a des collections importantes à Paris, notamment au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Il y a aussi des collections au musée des tissus de Lyon, qui est une grande institution internationale pour le textile. Et après, je ne connais pas très précisément, notamment le fonds de tapis du département textile du musée Bargoin à Clermont-Ferrand, qui à la base était une collection de tapis, mais là, je ne la connais pas suffisamment pour m'avancer. Beljachian à travers le monde. Alors, en dehors de votre galerie, bien entendu. Non, la question est intéressante dans la mesure où déjà, qui définit un tapis arménien? Le tapis qui va être arménien pour Berjachian va être pour monsieur Mehmet Orlou turc. Et pour monsieur je ne sais quoi, il va être encore autre chose. Donc, c'est intéressant parce que Bruno a répondu pour les tapis en général. Mais c'est très vrai. Ça veut dire où sont conservés les tapis arméniens? Mais dans les musées. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'ils sont arméniens, les tapis. C'est ça qui est l'incroyable. Ça veut dire, sur bien des points, l'art du tapis reflète totalement la politique internationale. Ça veut dire, les Arméniens ont été les grands commerçants et concepteurs du trade, du commerce du tapis international, et surtout au XVIIe siècle. Et là, Dikran est un grand spécialiste de l'étude des rideaux et des toiles peintes arméniens à partir de Madras dans le monde. Et on voit très bien combien les Arméniens ont essaimé de Londres, Amsterdam, de Venise, à Athènes, de Kiev à la Pologne, Saint-Pétersbourg, Constantinople, Isfahan, Madras, Chennai, le sud-est asiatique et même Singapour. Hong Kong, Hachik Carter est le grand fondateur de Hong Kong. Donc, il est certain que, par exemple, on prend les tissages dits safafides. Une grande partie, pour moi, est arménienne. Parce que les tissages faits pour le roi Sigismond de Pologne l'ont été à travers des structures arméniennes. Et on résume la fabrication du tapis sur des concepts totalement illusoires que ce serait une femme qui tisse sur un métier à tisser chez elle l'hiver entre deux moissons. Mais c'est totalement faux. Pour faire les tissages du roi Sigismond de Pologne, il faut
un financier excessivement riche, millionnaire, il faut un assureur, il faut que quelqu'un avance les laines, mais exactement comme, et Bruno peut nous parler de la conception de la tapisserie, toutes les commandes royales ont coûté des sommes stratosphériques. C'était très très cher. C'était très cher. Et les Arméniens ont été parmi les peuples les plus performants dans la conception de ces œuvres. Les toiles et le indiennes. Commerce aussi. Et le commerce. Et ça, c'est un réseau Voilà. d'affaires extraordinaire. Extraordinaire. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Vous parlez de Pologne. Jusqu'à aujourd'hui, à Cracovie, on trouve du tapis arménien qui Voilà. date de l'époque. Par exemple, les plus belles ceintures polonaises ont été faites par des personnes dont les noms, Muratovitch, on ne sait pas qu'il est arménien, mais il est arménien. Et il a été fabricant des grandes ceintures pour la cour impériale polonaise et lié avec Lyon, parce que Lyon voulait abaisser les prix de ses ceintures, et il y a tout un réseau de personnalités arméniennes que je n'aime pas que l'on résume systématiquement par le mot marchand, parce que ce mot marchand vient avilir la fonction. Est-ce qu'on emploierait marchand de tapis pour définir ceux qui ont fait les tapisseries de Beauvais ou d'Aubusson? Non. Il n'y a aucune raison pour qu'on emploie le même terme pour faire les tapis et les tissages du roi Sigismond de Pologne ou pour faire ceux de Shah Abbas ou d'autres personnes. Et les Arméniens ont été parmi ceux qui ont fait les choses les plus extraordinaires en art textile. Alors, nous sommes avec Ben Evans, qui est le rédacteur en chef de Kali Magazine depuis Londres, et nous essaierons d'avoir cette conversation en anglais. Mr. Evans, hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Thank you for being with us. We have to talk with you about several points. First, we talked with our specialists here in the studio about how to teach people about the real history of rugs. I mean, especially for Turkey or Azerbaijan, there is a confusion about the origins of the rugs. And your magazine is a specialized and prestigious magazine in this field. How do you think that people like you and specialists should treat this question to be very precise about the origins of rugs? Well, it's a very difficult, subject to talk about because a lot of the material with which we deal, carpets and textiles, there isn't a huge amount of archival or written evidence as to how, when material was created and who created it. But also there is a way that we group things together in order to be able to talk about groups. We lump things together that look similar. And this is necessarily what happens when there's not a lot of specific written archival evidence, that we need to have labels through which everyone can talk about groups. It's a means of a group of people recognizing objects. What has happened, of course, is that these labels, which are inexact and circumstantial sometimes, have become almost law, and people think that those labels, which in some instances, particularly in the Caucasus, were attributions by dealers, that were saleable names rather than based on lots of field work. So we have labels. Those labels perhaps now have become
inexact or politically loaded, and they obscure that there is a different history in the communities that wove and engaged in these objects than the labels represent. So it's difficult for us as a magazine because we need to use the labels because that's how a lot of people recognize this is a Kazakh, that is a Borchelou, this is labels that everyone's familiar with, but they're not necessarily always correct. So we're sort of stuck between a rock and a hard place in that instance. Alors, quel est le rôle de votre magazine pour pouvoir apporter de la précision sur l'origine de tel ou tel tapis? Donc, Ben Evans nous répond que c'est vraiment très difficile parce qu'il n'y a pas d'archives forcément là-dessus, il n'y a pas de matériel écrit, des évidences sur les origines, et cela pose des problèmes. Également, cela donne un sens politique à cette inexactitude parce que cela nous amène à des interprétations, mais on est quelque part obligé de parler de marques d'une manière générale, c'est-à-dire labels dans un sens de quelque chose de plus global que d'être plus précis. So the question is about the Armenian carpets, for example. How can you, as a specialist, distinguish, how can you feel that this carpet should be or is in fact Armenian? What particularities does the Armenian carpet have in comparison with, let's say, Georgian or carpets from Dagestan and other places from the Caucasus? I think that having my travels to Armenia have demonstrated to me that perhaps too much emphasis has been placed on making Armenian carpets that have Armenian inscriptions. I think that is represents perhaps the tip of the iceberg. Just because there's a Armenian script on the carpet, fine, okay, that's an Armenian carpet, but that doesn't reveal perhaps a lot of other carpets that might be Armenian. And what I learned was through looking at materials in the museums, is it's probably most important to look at other items of material culture to be able to look at different uses of techniques, patterns and colours, and those are the indicators that we should translate onto the carpet. So particularly embroideries, particularly women's embroidery, there are patterns there that indicate very precise attributions to villages and to regions that I recognise in a lot of other carpets that we don't call those carpets Armenian. So that would be something that I would be wanting to look at quite closely. Donc mon voyage en Arménie m'a permis de voir qu'un accent a été mis sur les inscriptions en langue arménienne sur les tapis, contrairement à d'autres tapis qui n'ont pas forcément des inscriptions dans une langue précise sur les tapis. Donc cela fait une distinction assez précise, mais il faut aussi voir les dessins et les couleurs qui apportent une particularité supplémentaire, un style supplémentaire pour le tapis d'un lieu très précis. Mr. Evans, what about the conference that is going to be organized in Baku very soon? And the question is about how some nations or people can feel free in saying that this or that piece of art belongs to them, when there is maybe from one side confusion about this, and from another side facts that maybe it's not true, but maybe financial possibilities and lobbying can facilitate this transformation of historical facts. What's your idea about this effort
of taking the culture, maybe, of other people and saying it's ours? I think that there are interesting things to think about. One is that you know, whether one agrees with it or disagrees with it, whichever side of the attribution you are, the thing that for me that is interesting is that there is a genuine interest and importance attached to, you know, material culture, and that's something that I think is worth celebrating and worth investigating further. How the conclusions are reached, you know, sometimes are too politically loaded for them to be objective. But I think that there is a danger in applying, shall we say, the diktats of today's political or geographical boundaries onto objects that were made in different geographical and political circumstances. There's a sort of danger of revisionism that I think that we all need to be aware of, and that we need to have more research to alleviate. Thank you, Mr. Evans, for your participation in this program. Ben Evans nous disait que sur la question de l'accaparation de la culture des autres, et c'est probablement le programme de cette conférence à Bakou qui aura lieu prochainement. Il dit qu'on soit d'accord ou pas avec telle ou telle version. Ce qui est intéressant pour nous spécialistes, c'est qu'il y a un intérêt prépondérant par rapport aux œuvres culturelles qui sont mises en avant. Ensuite, évidemment, il faut aller plus loin pour détailler les origines et l'appartenance de ces détails, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a danger de révisionnisme et nous devrons, nous, être attentifs à ce que ce danger ne prenne pas vraiment forme et que le révisionnisme ne s'installe pas. Thank you very much, Mr. Ben Evans. Donc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Kali Magazine. But did you know that maybe some people say that the word Kali comes from Arabic world, but originally they say that because these carpets were made in Karin, and the transformation of the word from Karin to El Kali, and it has become an Arabic word to say carpet. Do you agree with this origin of this word, which is the name of your magazine? Sorry, I half of your statement was interrupted by some opera music. I was just saying that maybe the origin of the name of your magazine, the word Kali, which is in Arabic, some people say it comes from the word Karin, where Armenians used to had a big production of carpets at that time, and Arabs called their carpet Al Khali from Al Karin. It's a transformation, and which is interesting for your own magazine, which is the name of your magazine. Yeah, we let me just put it this way: that while I agree with you, while I agree with your statement, I can name 5 of the immediate neighbours of Armenia that have extremely different interpretations. Okay, thank you for your answer. And therein lies the problem. I see. Thank you very much. Donc je posais la question à Monsieur Ben Evans s'il était d'accord avec, puisque c'est le nom aussi de son magazine, s'il était d'accord avec le fait que le mot Kali, qui vient du mot arabe, mais que c'était une transformation de la ville de Karin, qui était un lieu de production de tapis à l'époque, et que les Arméniens ont transformé Karin à El Kali, et d'où le mot en arabe. Donc il répond pour dire que je suis d'accord avec votre
ce que vous venez d'annoncer, mais sachez qu'il y a peut-être 4 ou 5 autres interprétations de ce nom. Donc, merci beaucoup pour cette participation. Alors, messieurs, satisfaits de ces annonces en disant qu'il y a forcément révisionnisme et forcément à bas coût. On est d'accord, Berjachian. Donc, que Kali Magazine s'exprime ainsi, c'est bon signe. Oui, c'est pour autant, nous devons nous mobiliser parce que le tapis, c'est le tapis, les tissages, c'est les tissages, mais c'est tout le patrimoine arménien qui est sujet d'accaparation par d'autres peuples que sont les Azéris ou les Turcs. Et on aurait un grand intérêt à connaître beaucoup plus notre culture. Et en quoi c'est important ? C'est important parce que un grand artiste comme Archil Gorky n'est pas né de rien. C'est pas les États-Unis qui l'ont fait. Archil Gorky était très fier de ses origines arméniennes et était très fier du travail de son père, de son grand-père, de toutes les personnes autour de lui. Et il y a cette charrue que Dikand connaît bien, la charrue d'un laboureur arménien, qui est une véritable sculpture. Ça veut dire, c'est un environnement total qui a été détruit et que nous ne connaissons même plus. À savoir, on a une richesse extraordinaire dans ce qu'on va qualifier dans les arts populaires. Et le tapis n'est que l'une de ces expressions. Mais parce que l'artiste s'exprime d'une façon, on va dire, quelque peu non prédictible. Pourquoi le tapis est un art important ? On a un art officiel, comme l'art de la miniature, dont Dikran Koyumjan est l'un des grands spécialistes, qui est un art profondément, on va dire, dédié, un art de cour, un art de personnes d'église qui ont travaillé, il y a des écoles, il y a tout ça. Le tapis, c'est encore plus large, parce que c'est une Arménie païenne, une Arménie 4000 ans, 5000 ans avant le christianisme, ce sera même une Arménie chrétienne évolutive ou bien même athée, mais on sera présent dans ces œuvres d'art. Archil Gorky a dessiné un tapis. Ce tapis, pour moi, il est profondément arménien. Et il serait bon que de telles pièces qui sont actuellement laissées aux oubliettes, soient présentées parmi le patrimoine arménien, et ça nous apprendrait sur nous-mêmes. Parce que si les tapis arméniens sont des algorithmes, nous aussi on est des algorithmes. Et donc, ce n'est pas parce que des ordinateurs expliqueront pourquoi ceci, pourquoi cela, que nous, on sera toujours amoureux, et d'une certaine façon, s'il y a une fonction dans l'art, c'est bien dans une fonction de thérapie, et on aura un sujet de recouvrement de trauma à tout ce qui nous est arrivé dans notre histoire, et moi je trouve que c'est important. Alors, Dikran Koyumjan, moi je voudrais vous poser la question par rapport à une école ou des écoles d'influence dans les arts arméniens, pour voir s'il y a une tendance qui s'exprime à des moments précis dans la miniature, dans la tapisserie, dans probablement la sculpture, dans les styles et les dessins des ornements. Est-ce qu'il y a des orientations par période dans les arts arméniens ? Je voudrais d'abord dire que la parole de Ben Evans était très bien et très profonde et souligner un de mes pièges. J'ai dit qu'il y a un piège pour les inscriptions et souligner que le piège est, une fois qu'il y a des inscriptions, de dire
si un tapis n'a pas l'inscription en arménien, Il y c'est a un pas doute. arménien. Voilà. Il y a un doute. Oui. Voilà. Et pour l'autre question, Arménie était dans une position entre, soi-disant, l'Ouest et l'Est, n'est-ce pas, l'Empire persan et l'Empire grec-romain, etc. Et bien sûr, il était il a eu de bonnes chances d'avoir la possibilité de goûter tous les différents styles, les différentes cultures, etc., qui a passé dans l'Arménie, un sens dans l'autre, où les armées ont passé très proches à ces armées. Et pour cette raison, c'est pas exactement un art éclectique, parce que c'est plus que ça. L'art de créativité était si profond qu'ils étaient, comment je veux dire, ils ont eu une soif de trouver des nouveautés partout pour intégrer dans son propre art toutes ces tendances et élaborer pour faire une chose qui est à eux. Bon, de temps en temps, ils ont signé, assez souvent, c'est une tradition. Donc, quand j'étais plus jeune, je veux dire, les Arméniens signaient tous parce qu'ils ont toujours eu l'idée qu'on peut disparaître totalement. Au moins, nous avons cette écriture qui peut nous dire que nous étions ici une fois. Mais moi, j'ai changé mes idées sur ça. C'est pas si extrême que ça. Ils ont eu le bon sens de laisser un mémorial ou quelque chose de dire ça, c'était fait par ça à cette époque et pour cette raison et pour ça, c'est le patron. Souvent, ces inscriptions, c'est l'inscription pour honorer un patron. Et s'il y avait des patrons comme ça, des gens qui ont subventionné la création, tapis de tissu, rideaux d'hôtel, les miniatures, les choses en métal partout et par là, c'est-à-dire c'était un exercice tout à fait normal dans la société arménienne de subventionner des arts et les crafts, comment on dit les crafts, les métiers, les arts et métiers, oui. Alors, nous avons déjà fait une émission sur les enluminures ensemble et on voit qu'il y a une richesse selon la période, selon, vous l'avez dit, il y a une subvention ou il n'y a pas de subvention, donc les artistes peuvent créer parce qu'ils ont les moyens de créer. Est-ce que, au niveau des arts, vous avez parlé des influences, c'est-à-dire les Arméniens ont donné ou ont pris des autres, est-ce que par rapport aux invasions, on peut considérer, au-delà du fait que les productions de tapis peuvent avoir disparu, brûlé ou volé, etc., mais avoir pris aussi des influences, par exemple islamiques, arabes, et est-ce qu'on voit aujourd'hui scientifiquement cette influence sur les tapis? J'essaie dans un article que j'ai fait pour c'est pas une exposition, je pense que c'était Exposition de Vienne. À Vienne, oui. C'est quelques années où j'ai parlé de ce sujet sur un cas très spécifique. Un motif très spécial pour beaucoup des tapis orientaux, c'est-à-dire le motif d'un dragon avec une phénix, on dit phénix en français? Oui. Phénix. Dragon C'est phénix. le Vishabakork? Oui, Vishabakork. Pas exactement, mais il y a Vishabakork et il y a avec le phénix, voilà, où il y a les deux, ensemble. Et on peut le montrer pour ceux qui regarderont la vidéo la semaine prochaine. Et c'est intéressant parce que le dragon et le phénix étaient des motifs qui ont émigré vers l'ouest de Chine ou de Asie centrale. Ça c'est. J'étais corrigé une fois quand j'ai dit c'est Chine et quelqu'un a dit non mais vous avez confus, c'était les Asie centrale, le Liao, la dynastie Liao, c'était pas une dynastie chinoise, ils ont contrôlé la Chine, mais c'était une dynastie mongole, des choses comme ça. Et par exemple, dans cette des symboles, le dragon est devenu dans le temps un symbole d'empereur chinois. Et le phénix, c'est son reine, c'est le reine, c'est l'impératrice. Et
il y a un endroit avec le nom Tarti Suleiman en Iran, pas très loin de Tabriz, fait par les Ilkhanides, des Mongols d'Iran, dans le XIIIe siècle, où il y avait des murs entiers avec les grands carreaux céramiques, un avec un dragon, l'autre avec une phénix, et ils sont mélangés pour les mètres carrés, enfin, je sais pas, 100 mètres carrés de cette chose, dans ce palais, où ils alternent les deux choses, c'est-à-dire l'empereur dragon et l'impératrice le phénix. Mais c'est seulement en même époque, quand les rois et les princes arméniens ont visité le cours de Ilkhanid, les Mongols d'Iran, par exemple Hetoum ou son frère Sampat, ils sont tous les deux là-bas. Hetoum a juste Karakorum, il a visité le grand Khan, et c'est dans une miniature de manuscrit de cette époque, dans les années 80 du XIIIe siècle, 1286 ou 7, où dans deux différents endroits dans cet manuscrit, qui est un lectionnaire, il y a au-dessus de parties décoratives des images avec un dragon et avec une phénix, qui on doit supposer c'est le roi Léon et sa reine Kéran, qui était un patron des patrons des arts, n'est-ce pas? Mais ils ont piqué le dragon, le phénix, de Sultania, enfin de cet endroit où il y avait des carreaux qu'ils ont vus eux-mêmes parce qu'ils ont passé là-bas. Et pour la première fois, ils ont mis sur une même pièce, c'est-à-dire ensemble le dragon et le phénix, c'est-à-dire les deux parties de dirigeants arméniens à cette époque. Et ça, c'est une manière de démontrer comment ils ont réussi, pas seulement de utiliser des motifs, mais comprendre le sens de ces motifs qui étaient prêtés des autres cultures et les mélanger dans une tout à fait nouvelle forme. Déjà, en deux mots, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est tellement important, mais en deux mots, sur ce réseau qui s'est allé disparaître en Iran, et puis en Inde, et puis qui est arrivé à Venise, qui est arrivé ensuite en Hollande, etc. Comment caractérisez-vous cette force, vous aimez pas le mot marchand, mais cette force marchande pour apporter culture et produits vers l'Occident? Tout d'abord, c'est l'une des grandes périodes de prospérité des Arméniens. Les Arméniens ont bâti ce réseau sous Shah Abbas, mais attention, sur des réseaux déjà existants. Si Shah Abbas a accordé aux Arméniens des privilèges pour faire commerce avec aussi bien Amsterdam, la Pologne, la Russie, c'est bien parce qu'ils étaient maîtres du jeu, les Arméniens. À la limite, Shah Abbas a manipulé les Arméniens. Et donc, moi je dirais que c'est une grande période de prospérité et où il y avait justement des valeurs et une éthique. C'est pour moi quelque chose de très important. On ne peut pas réussir de grandes actions commerciales sans éthique, sans morale. Et ces marchands arméniens, qui, c'est vrai, avaient peut-être une éthique avec le couteau sous la gorge dans la mesure où un riche arménien tenait en otage la famille de la personne qui était envoyée en Inde ou en Asie du Sud-Est. Et c'est vrai que c'était une éthique un peu forcée, mais quoi qu'il en soit, c'est un moment de grande prospérité et c'est un moment où la Compagnie des Indes va avoir plus d'1 million d'employés. C'est la plus grande réussite commerciale jamais vue au monde. Et où je suis en total désaccord avec des personnes comme Jacques Attali qui pensent que le capitalisme a été inventé par les Juifs à Amsterdam, c'est faux.
le capitalisme a été inventé à Amsterdam par des marchands protestants ou des protestants, des marchands arméniens ou des arméniens, et c'est vrai des juifs. Mais les Arméniens ont eu un grand rôle à jouer dans cette action, et la plupart des toiles indiennes, ce sont les Arméniens qui en avaient le commerce, et personne ne peut imaginer l'incroyable source de revenus que ça a été. C'est majeur, c'est important, et c'est l'équivalent aujourd'hui de milliards de dollars. La toile peinte, c'est l'iPhone d'aujourd'hui. Et les Arméniens, tant qu'ils ont su conserver ces qualités, ont prospéré, et le jour où ils ont perdu ces qualités et une forme d'éthique, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas été un grand bien. J'espère que dans les années à venir, les dirigeants, aussi bien de l'Arménie que des diasporas, reprendront et remettront au goût du jour ces valeurs éthiques, et qu'on aura peut-être de nouveau à briller dans l'histoire de l'humanité. Bruno Itier, nous terminons avec vous pour reparler de la Cité internationale de la tapisserie. Donc l'exposition est en cours, elle a commencé le 28 juillet, donc ça se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Tout à fait. Fin décembre. Alors, pour rappeler juste les œuvres, en dehors des œuvres prêtées par la galerie Berjachjian, qu'est-ce que vous avez, combien de pièces et d'où viennent ces œuvres? Plus d'une vingtaine d'œuvres, c'est un tour du monde complet. On commence avec des œuvres Inca qui nous sont prêtées par le Mobilier National, des couvertures de chevaux Navarro, donc des tribus Navarro de l'Arizona prêtées par le musée de Clermont-Ferrand. Et puis on continue ensuite avec des pièces du Maghreb, dont une magnifique couverture berbère prêtée par Berjachjian, une couverture tunisienne très belle aussi prêtée cette fois par le musée du Quai Branly Jacques Chirac. On continue avec des tissus coptes. Il y a aussi une œuvre syrienne, je crois, une écharpe, non? Oui. Il y a un châle de corps syrien prêté par Berge, très beau. Et puis des ensembles donc caucasiens prêtés par le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et puis nous retrouvons encore un très beau tissage Bellouch prêté par Berge. Et puis on continue sur le continent asiatique avec des choses du Rajasthan prêtées par Berge toujours, et puis des pièces chinoises prêtées par le Mobilier National, une pièce pakistanaise prêtée par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui nous prête aussi les dernières pièces, qui sont donc des pièces philippines de Bali. Et quand on a fait ce tour du monde, on ressort de cette salle, on a en face de soi une tapisserie médiévale européenne, pour rappeler qu'après ce tour du monde et tous ces usages très variés des tapisseries, c'est dans l'Occident du Moyen-Âge qu'on décide de spécialiser cette technique vers le grand décor narratif et mural. Et donc là, c'est le musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge à Paris, qui nous prête une tapisserie médiévale. Donc là, pour l'instant, toutes ces œuvres sont prêtées, et on envisage donc de commencer à développer une collection beaucoup plus avec des axes de développement beaucoup plus forts. Alors, Aubusson, géographiquement, pour donner envie aussi à nos auditeurs de vous rendre visite, c'est pas à côté, mais c'est pas loin de. C'est au sud, c'est plus au sud qu'Alfortville. C'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus au sud. C'est le centre de la France, c'est l'ancienne région Limousin, c'est la nouvelle maintenant région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on prend le train à Austerlitz, on descend à la gare de La Souterraine, immortalisée par Josiane Balasco dans le film Sac de nœuds. Et là, on prend le car pour Aubusson. Et voilà, on peut passer une merveilleuse journée ou un très bon week-end avec des quantités de choses à voir. Et puis, on peut y aller en voiture en passant plutôt par l'autoroute de Clermont-Ferrand. Alors, nous terminons cette émission avec 1 minute sur le fond dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que nous avons commencé avec, nous devons terminer avec. Qu'en est-il? Qui est derrière ce fond? Alors, aujourd'hui, la Cité de la Tapisserie et Bruno Itier sont prêts à acheter des œuvres, à condition, bien évidemment, que des sponsors, des mécènes, veulent bien donner
à la Cité de la Tapisserie s'effondre. Et il ne s'agit pas de sommes si importantes que ça. On parle de... Parce que sur le marché, il n'y aura pas tant de chefs-d'œuvre que ça à acquérir, mais de 50 à 100 000 euros par an sur une période de 2-3 ans. L'idée est que, en plus, ces gens-là auront une déduction fiscale, je crois, de 66%, si je me souviens bien. Et donc, il s'agit de concentrer en un lieu un fonds de tissage arménien du plus haut niveau. En quoi c'est intéressant ? C'est que, curieusement, c'est en 2017 où on bénéficie le plus de connaissances et où une personne comme Bruno, assisté de quelques experts, pourra faire les meilleurs choix possibles dans la mesure où l'information qui s'est largement développée sur ces 30 dernières années est venue nous informer sur la qualité des œuvres. Et aujourd'hui, Dieu merci, si il est quasiment plus achetable, on n'aurait pas l'argent pour acheter des chefs-d'œuvre du tapis soi-disant islamique, qui parfois d'ailleurs peut se trouver être arménien, mais il passe pour islamique. Et là, le dernier tapis chez Sotheby's a fait 32 millions de dollars. Il est certain qu'on n'aura pas cet argent. Dieu merci, sur les tissages, et d'une très grande qualité, on reste encore à des milliers d'euros. Et dans la mesure où Bruno a quand même un regard de grand spécialiste des arts textiles, ce fonds sera du plus haut niveau et il sera même vivant dans la mesure où, ayant ce fonds de tissage arménien déjà constitué, il pourra le prêter lors d'expositions à des musées qui demanderont, comme les musées ont l'habitude de travailler entre eux, ces œuvres, et d'ores et déjà, au cas où un sponsor bien avisé voudrait jouer les mécènes, et bien entendu il y aura son nom sur la donation, déjà un musée russe est très intéressé par une exposition dans ce cas-là, ou des œuvres. Les intéressés peuvent nous appeler, nous contacter, Voilà. Et nous les mettrons en contact avec vous pour détailler. Avec Bruno Itier. Très bien. Bruno Itier, je vous remercie pour votre venue. Je rappelle que vous êtes le conservateur de la Cité de la Tapisserie à Aubusson. Bejastian, galeriste et expert en art textile, merci. Diklan Kuyumjian, professeur de faculté à la retraite, et donc je rappelle que vous avez passé de longues années à l'université de Fresno, mais aujourd'hui à Paris vous êtes autour de l'INALCO. Merci de votre visite également, et je remercie les deux invités qui étaient au téléphone avec nous, Raj Kozubeikian depuis Los Angeles et Ben Evans depuis Londres. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Sur table. Une émission proposée par Hype FM.